Alors, l'exercice 15, on s'y remet. C'était, on reprend un peu l'énoncé, voilà, ici. Donc, on étudiait le commutant d'une matrice, c'est-à-dire les matrices, l'ensemble des matrices carrées qui commutent avec une matrice donnée, une matrice A donnée. On était en train de résoudre la question 2. Il fallait chercher quelle matrice commutait avec la matrice A qui était proposée. Et donc, on avait résolu un système, enfin, on était en train de résoudre un système, et on avait trouvé des conditions sur notre... pour trouver des conditions justement sur notre matrice. Donc la matrice commute avec A, si et seulement si, on avait des conditions à donner. Alors, donc si je continue ici le système que j'avais commencé, on identifie coefficient par coefficient les deux matrices. 3A moins B égale 3A. On avait aussi donc sur le deuxième coefficient 3C moins D, tant pis, égale, c'est bizarre, 3C moins D égale moins A plus 3C. Ensuite, 3B égale 3B, bah, ça ne donne pas de condition hein, pour le coefficient en bas à gauche. Et 3D égale moins B plus 3D. Voilà, on en était là. On n'a plus qu'à regarder quelles conditions donne le système. Donc, c'est toujours des équivalences. Hein, depuis le début, on travaille vraiment avec des équivalences ici, parce qu'on peut remonter tous les calculs si on veut. Donc ici, on simplifie les 3A, ça va nous donner B égale 0. On simplifie les 3C, ça nous donne A égale D. Et là, on retrouve B égale 0 sur la dernière condition. Donc, c'est les seules conditions qu'on ait, c'est celle-ci. Et donc, au final, notre matrice M s'écrira, si je remplace les coefficients par ceux que j'ai trouvés, on avait dit AB. Donc, si je mets A ici, là, j'aurai 0. C, il n'y a pas de condition. Et puis A égale D, donc là, je me retrouve avec A, comme ça. Donc, c'est une matrice qui s'écrit sous la forme petit a sur la diagonale, petit c sur la surdiagonale et 0 en dessous. Et donc, c'est effectivement une matrice qui s'écrit comme... Donc, elle s'écrit bien, elle est bien de la forme qui était proposée, puisque alpha, bêta, 0, alpha, elle est bien de cette forme-là, avec alpha et bêta appartenant à R. Et comme on a travaillé par équivalence, on a directement la bonne forme de la matrice. Si et seulement si, M s'écrit comme ça. Donc on a tout de suite le si et seulement si. Ok, ça va pour tout le monde? C'est la fin de cette question. Vous aviez réussi à trouver? Ok. Il y a plus de gens à distance aujourd'hui, hein, bizarrement. Non? Donc vous êtes moins nombreux que d'habitude. A priori, j'ai compté 20 et 21. Normalement, vous êtes, je crois que vous êtes 21, 22, je ne sais plus. Parce que j'avais dit 2, 4, 6, 7. Et puis plus 15. Oui, c'est ça, 22. Donc il y a tout le monde. Mais il y en a 15 à distance et que 7 dans la salle. Après, tout le monde est présent, c'est ce qui compte. Peut-être qu'il y en a qui sont rentrés chez eux et qui ne sont pas revenus pour la semaine, je ne sais pas. En tout cas, vous êtes là. C'est ce qui compte. Alors, question 3. En utilisant la question 2, donnez une base et la dimension du commutant de A. Alors, le commutant de A, c'est l'ensemble C de A. D'accord. Il fallait donner une base et la dimension de cet espace vectoriel. Donc, on avait montré que c'était un sous-espace vectoriel dans la question 1. Alors, à quoi peut nous servir la question 2 ici? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme idée? Qu'est-ce qu'on peut essayer de faire, oui? Oui, voilà, donc on peut dire, grâce à la question 2, on peut dire que M appartient au commutant, si et seulement si. M s'écrit sous la forme, alors soit vous gardez les A et C ou les alpha bêta comme vous voulez. Je vais prendre les alpha bêta comme c'était la notation de l'énoncé, mais ce n'est pas du tout important. Hein. Vous pouvez garder A et C si vous voulez. Avec alpha et bêta appartenant à R. Et donc, à partir de là, je peux essayer de trouver une famille génératrice de mes matrices de commutants, puisque mes matrices, elles s'écrivent toutes comme ça. Donc, c'est un petit peu comme si les coefficients, ils vérifiaient certaines conditions. Comment je peux trouver une famille génératrice à partir de là? Oui. Ouais. Ouais, voilà. D'accord. Alors, cette matrice en question, elle porte même un nom en particulier. Hein, si je regarde, c'est la matrice identité de taille 2. Hein, c'est I2, voilà. Ouais, plus.
Voilà, exactement. Donc, je peux décomposer en fait ma matrice M comme une somme d'une combinaison linéaire de deux matrices. Et c'est exactement ce qu'on cherche à faire quand on cherche une base. On cherche à décomposer un vecteur, donc ici vecteur pris dans le sens élément d'un espace vectoriel. On cherche à décomposer un vecteur comme combinaison de vecteurs de base. Et ces vecteurs de base, alors celui-là, on lui avait dit que c'était identité. Et celui-ci, on lui avait donné un nom dans le cours aussi, si vous vous souvenez. Les matrices qui avaient juste un 1 quelque part qui se déplaçait, on les avait appelées E, indice, puis on donnait la position du 1. Donc là, en l'occurrence, c'était première ligne, deuxième colonne, donc ce serait E, 1, 2. Dans le cours, on l'avait appelé comme ça, ces matrices-là, où il y avait juste un 1. Et on avait dit que les matrices E, justement, elles formaient une base, la base canonique de l'espace des matrices. Donc ici, je me retrouve avec une matrice du commutant s'écrit nécessairement comme une combinaison linéaire de ces deux matrices. Donc, je peux dire que comme alpha et bêta sont quelconques ici, avec alpha et bêta quelconques, toutes les combinaisons linéaires sont possibles. Donc, je peux dire que le commutant de A, alors en termes d'espace vectoriel, comment j'écris ça? On peut tout à fait mettre vect. Ouais, vect, ça signifie l'espace. Rappelez-vous, qu'est-ce que c'est la définition de vect? C'est l'ensemble des combinaisons linéaires d'une certaine famille. Donc là, c'est exactement ce qu'on a. C'est vect de I2 et de E12. Si vous n'avez pas donné exactement ces noms-là aux matrices, ce n'est pas grave. Si vous les avez appelées matrice B et matrice C, par exemple, c'est bon aussi. Mais bon, on peut reconnaître qu'elles s'appellent I2 et E12. Oui, tu peux les. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, j'ai mis la matrice identité, mais j'ai laissé en 1. Ah oui, d'accord, bien sûr, tu peux mettre 1, 0, oui, tout à fait. C'est un peu comme si tu donnes un nom à la base canonique, je ne sais pas, IJK, alors tu mets 1, 0, 0. Oui, c'est pareil. Ce qui compte, c'est soit tu nommes l'objet pour éviter justement de le réécrire à chaque fois, soit tu mets l'objet tel quel. Tout à fait. Donc voilà. Alors, pour en déduire que mon commutant est de dimension 2, il manque quelque chose, peut-être? Qu'est-ce qu'il reste à dire? Oui. Que les deux matrices, oui, forment une famille libre, exactement. Ma famille I2 et E12, donc si vous voulez, c'est pas parce qu'on a des matrices qu'on change de méthode. Non, non, c'est les mêmes méthodes que d'habitude. J'ai une famille génératrice. Si je veux que ce soit une base, elle doit être libre aussi. Donc, je dois montrer que c'est une famille. Alors là, c'est vraiment facile puisqu'on voit bien que les matrices ne sont pas proportionnelles, sachant qu'il y en a une qui a une colonne de 0 et pas l'autre. Donc, je peux dire que forme une famille libre puisque la première n'est pas proportionnelle à la deuxième. Elles sont non proportionnelles, non collinéaires, ce que vous voulez. Elles sont, enfin, échelonnées, c'est plus difficile parce que échelonné, ce serait vraiment, il faudrait regarder en coordonnées dans une base de matrice. Donc là, échelonné, c'est difficile de le dire comme ça. Parce que pour échelonner, il faut échelonner des vecteurs de coordonnées. Donc là, on a des matrices, ce n'est pas exactement la même chose. Donc non proportionnel, ce serait plutôt un meilleur argument ici. Parce qu'échelonné, il faudrait expliciter vraiment ce que ça signifie, ce serait plus compliqué. Donc forme une famille parce qu'elles sont non proportionnelles. Donc c'est une base de C et de A qui du coup est de dimension 2. Et donc je peux en déduire que la dimension du commutant de A est de 2. Donc le commutant est un plan. Dans l'espace des matrices, c'est un plan vectoriel. Voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions sur Zoom aussi, n'hésitez pas à les poser. Sur le chat, si vous voulez aussi, vous pouvez. Alors, soit B appartenant à M2, une matrice d'ordre 2. Une matrice quelconque d'ordre 2, montrer que si B carré égale A, alors AB égale BA. Donc, on prend une matrice quelconque d'ordre 2, d'ordre signifiant de taille 2, j'aurais plutôt mettre de taille 2. Montrer que si B carré égale A, alors AB. Donc là, c'est montrer si, alors. C'est un si, alors, donc une implication. Donc oui. Alors oui, tout à fait. Qu'est-ce que tu proposes? B carré fois B égale à A fois B. Alors toi, tu proposes de dire B carré fois B, ça c'est égal à, du coup, je peux remplacer B carré par A, donc A fois B, ouais. B fois B carré, c'est égal à B fois A. Alors B fois B carré, ça c'est égal à B fois A, ouais, tout à fait. C'est que B carré fois B, c'est égal à B fois B carré, c'est égal à B fois B fois B. Oui, tout à fait, c'est-à-dire que effectivement, tout à fait. Donc là, on n'a pas besoin de faire de calculs plus compliqués que cela. C'est-à-dire que
Si je fais B carré fois B ou que je fais B fois B carré, bah dans un cas, je fais AB et dans l'autre, je fais BA. Mais en fait, que je fasse B carré fois B ou B fois B carré, par associativité, je fais B cube dans tous les cas. Ça, c'est dans tous les cas, en fait, cette matrice, c'est B cube. B cube, je peux l'écrire comme B fois B fois B, c'est-à-dire B carré fois B ou B fois B carré. Ça, c'est l'histoire de l'associativité qu'on peut balader les parenthèses dans un produit matriciel comme on veut. Les parenthèses, on peut regrouper les deux premiers termes ou les deux derniers. Ça revient au même, au final, le résultat est le même. Donc, en fait, on utilise, oui, l'associativité du produit matriciel. L'associativité du produit matriciel. Et donc, on aurait pu aussi le faire en prenant une matrice quelconque ABCD, en écrivant la matrice elle-même, mais c'était beaucoup plus long que de faire comme ça, de s'apercevoir que grâce à l'associativité, ben, on avait directement la relation qu'on voulait, en fait. Il y avait une indication qui vous menait sur la piste aussi. Alors, en déduire toutes les matrices, donc ça c'est la dernière question de l'exercice, en déduire toutes les matrices B de M2, vérifiant B carré égale A. Donc, on vous disait, bah, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on me donne une matrice A, je cherche une matrice telle que B carré égale A, bah, c'est une matrice telle que mise au carré, je retrouve la matrice A. On appelle ça, par analogie avec des réels, on appelle ça la racine carrée de la matrice A, c'est-à-dire une matrice telle que, quand je la mets au carré, je retombe sur la matrice A. Donc, la matrice A possède-t-elle des racines carrées? C'est ce qu'on cherche ici. Et bien, grâce aux questions précédentes, alors il me semble qu'il y avait plusieurs questions à utiliser ici. Donc, je cherche une matrice. Alors, donc la question ici, c'est on cherche B, on cherche toutes les matrices B. On cherche les matrices B qui appartiennent à M2 de R, c'est-à-dire de taille 2, telles que B carré égale A. Alors, je pourrais me contenter de prendre une matrice quelconque, de l'élever au carré et de l'identifier avec la matrice A, mais ça ferait un système assez compliqué. Donc, peut-être que grâce aux questions précédentes, je vais pouvoir simplifier un petit peu les choses. Alors, B carré égale A. D'après la question petit a, qu'est-ce que je peux dire? Si B carré égale A, alors, d'après la question précédente, ah oui, je n'ai pas dit au fait, mais là, on avait égalité entre les deux. Oui, Valentin? Alors voilà, alors AB égale BA. Ça, c'est d'après la question précédente. Je sais que si B carré égale A, alors AB égale BA plutôt, parce que égale AB, on le sait. AB égale BA. Et alors, ça, en quoi ça peut m'intéresser que AB soit égal à BA? Oui. Oui, on sait que la matrice B, elle commute avec A, donc elle appartient au commutant de A. Or, on a dit dans une question précédente qu'une matrice du commutant, elle avait une certaine forme simplifiée. Donc, notre matrice B, elle s'écrit... donc là, on est en train de travailler par analyse synthèse, si vous voulez. On est en train de dire, si je suppose que B carré égale A, eh ben, j'essaie de trouver des conditions qui simplifient un petit peu l'écriture de B. Donc, c'est ce que je fais ici. Si B carré égale A, alors B commute avec A. Donc, B, elle va s'écrire sous la forme alpha 0, bêta, alpha. Donc, elle a un 0 et puis 2 coefficients égaux sur la diagonale. Déjà, c'est mieux que 4 coefficients différents, par exemple. Alors là, on a travaillé par analyse synthèse. Et donc là, on voit bien que ce n'est pas suffisant. Si je m'arrête là, ce n'est pas fini, quoi. Si vous voulez, clairement, il manque des choses. Donc là, maintenant, il faut partir sur la réciproque. Rappelez-vous, analyse synthèse, c'est je fais une partie analyse où j'essaie de trouver des conditions. Et ces conditions, quand je suis tombée sur nécessairement, voilà ce que j'obtiens comme condition sur B. Réciproquement, si B s'écrit comme ça, est-ce qu'elle convient? Là, il faut vérifier. Je prends une matrice qui s'écrit comme ça, donc réciproquement. Parce que là, j'ai fait un si alors, ici pour l'instant. Si vous voulez, on peut dire que là, c'est la partie analyse du problème. Je suppose que B carré égale A. Je pars de la solution finalement. L'analyse synthèse, c'est simple. Je pars de la solution et j'essaye d'en déduire des conditions. Analyse synthèse. Et donc, la partie synthèse, c'est réciproquement. Je prends une matrice qui s'écrit de cette manière. Donc, si B s'écrit alpha, bêta, 0, alpha, je vais essayer de vérifier si, effectivement, B carré égale A. Donc, alors, déjà, on va calculer B carré. B carré, je multiplie B par elle-même. On a vu que quand on fait le produit d'une matrice triangulaire, ça restait de la même forme. C'est-à-dire que là, on va garder un 0 quand on fait le produit. Et on avait vu, alors je ne sais pas si ça se vérifie peut-être, mais imaginons, j'écris ici
Pour effectuer mon produit, j'écris sous forme produit. Et puis là, je sais que du coup, je vais avoir ici comme coefficient alpha fois alpha plus bêta fois 0. Donc là, j'aurais du alpha carré. Puis là, pareil, je vais avoir 0 fois bêta. Donc sur les coefficients diagonaux, vous voyez qu'on obtient, quand on multiplie deux matrices triangulaires ensemble, on obtient le produit des éléments diagonaux aussi sur la diagonale. Ça peut être intéressant de le savoir à l'avance. C'est vrai que ça arrive souvent que les matrices sont triangulaires. Et là, par contre, il va nous rester alpha fois bêta plus bêta. Donc, il va nous rester 2 alpha bêta ici. Ça, c'est la valeur de B carré. Alors, maintenant, je dois dire que B carré est égal à la matrice A. Donc, la matrice 3, 0, moins 1 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit de ceci? Ben, que petit système. Normalement, j'ai 4 équations puisque j'ai 4 coefficients, mais là, j'en ai plusieurs qui sont identiques et nuls. Donc, alpha carré égale 3 et 2 alpha bêta égale moins 1. Est-ce que c'est un système linéaire que j'obtiens là? Un système habituel, comme on a l'habitude de résoudre? Pas du tout, hein. Pourquoi c'est pas linéaire ce système? Oui, oui, c'est ce que tu disais, Camille. Il y a des alpha carrés déjà, et puis même là aussi, le alpha bêta, c'est un produit, c'est pas. Donc, aucune des deux équations n'est linéaire. Un système qui n'est pas linéaire, il n'y a vraiment aucune méthode pour le résoudre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir pas de solution, il peut y en avoir plein, il peut y en avoir 3, il peut y en avoir. On ne sait pas ce qui va se passer. Quand ce n'est pas linéaire, on n'a pas de méthode. Donc il faut résoudre vraiment au cas par cas. Si le système est linéaire, on sait exactement ce qui peut se passer. Hein, pas de solution, un unique triplet solution, enfin unique, ou une infinité de solutions, etc. C'est exactement. Là, on ne sait pas. Alors je peux déduire que alpha égale plus ou moins racine de 3 de ma première équation. Et puis, par contre, si du coup, je vais avoir deux valeurs de bêta possibles, donc on va dire plutôt, alors je ne vais pas rédiger comme ça, je vais dire, ça implique que alpha égale racine de 3 ou alpha égale moins racine de 3. Alors je change de notation. Et puis dans ce cas-là, alpha égale racine de 3, ben, j'en déduis bêta. Si alpha égale racine de 3, ben, bêta, ça sera 1 sur 2 racine de 3. Pardon, moins 1, oui, merci. Ouais, merci. Du coup, ça serait moins 1 sur 2 racines de 3. Et bêta égale, alors là, ça ferait 1 sur 2 racines de 3. Donc là, attention, c'est soit j'ai alpha et bêta donnés avec racine de 3 et moins 1 sur 2 racine de 3, ou moins racine de 3 et 1 sur 2 racine de 3, mais pas, je ne peux pas croiser les conditions. D'accord ? Il faut que ce soit l'une ou l'autre. Je ne peux pas dire, je prends le premier alpha et le deuxième bêta, ça ne marche pas. Hein. Donc finalement, la matrice B, il y a deux matrices possibles. Hein. Soit elle s'écrit avec racine de 3, 0, moins 1 sur 2 racine de 3 et racine de 3, ou bien la matrice B, elle s'écrira comme la même chose avec des moins. D'ailleurs, vous remarquez quelque chose de particulier sur les deux matrices qu'on a trouvées? Elles sont comment ces matrices? Elles sont, pardon? Collinaires, mieux que ça? Enfin, oui, mais mieux. Oui, mais encore mieux, oui. Opposées, carrément. C'est-à-dire qu'elles sont effectivement collinaires, mais le coefficient entre les deux, c'est moins 1, donc en fait, elles sont opposées. Donc en fait, je trouve... c'est pas très étonnant, hein, si je dis x carré égale 4, c'est x égale 2 ou moins 2, c'est deux nombres opposés. Là, c'est pareil, en fait, pour le produit matriciel. Si vous prenez la matrice B, vous lui mettez un moins, vous la multipliez par elle-même, les deux moins vont se compenser de la même manière, ça va donner le même résultat que si vous faisiez B fois B, en fait. Donc, c'est pas étonnant que si on trouve une racine carrée, l'opposé aussi est racine carrée. Donc là, il y a deux matrices solutions. Alors, dans notre méthode d'analyse synthèse, on a vu si B carré égale A, alors notre matrice B s'écrit avec des alpha bêta, comme on avait dit. Réciproquement, si notre matrice s'écrit avec des alpha bêta, nécessairement, les alpha bêta ont des valeurs particulières. Il n'y a pas tous les alpha bêta qui marchent. Et donc, la conclusion de ça, c'est que finalement, conclusion de notre méthode, notre analyse du problème ici, il y a deux matrices. Telles que B carré égale A.
Et ce sont ces deux matrices-là. Remarquez qu'elles sont opposées, entre parenthèses. Alors, est-ce qu'une matrice a toujours deux racines carrées? J'avoue que je ne sais pas. Je ne me souviens pas si c'était vraiment... Parce que là, on a quand même fait un cas particulier. Est-ce que c'est lié au fait que A est quand même particulière, elle est triangulaire, etc. Ou est-ce que c'est toujours valable? J'avoue que je ne sais pas. Je ne me souviens plus des résultats généraux à propos des racines carrées de matrices, je ne sais pas. Parfois, elles n'ont pas de racines carrées non plus, les matrices. C'est possible qu'elles n'en aient pas. Est-ce qu'il y a des questions? Non, tout va bien? Ok. Alors, qu'est-ce que je vous avais donné d'autre à faire? J'ai noté, mais j'ai passé entre-temps. Le 8, ok. Ah oui. Donc, normalement, ça devrait être assez facile, sachant que la seule difficulté, c'était d'utiliser la notation matricielle. Sinon, c'était une question... Alors, on va peut-être récupérer l'énoncé. Voilà. Alors, on avait un endomorphisme qui était donné par sa matrice dans la base canonique. Vous vous rappelez que quand on a une application linéaire, que ce soit un endomorphisme ou pas d'ailleurs, on peut lui associer une matrice une fois qu'on a fixé des bases. On sait qu'on fixe une base au départ, on calcule l'image des vecteurs de cette base, les vecteurs qu'on obtient dans la base d'arrivée, ça constituera la matrice de F, qui détermine uniquement notre application, de manière unique plutôt. Donc là, la donnée de la matrice me permet de calculer n'importe quelle image par produit matriciel. On avait vu ça en cours. Alors, calculer de x, y, z. Donc pour ça, on va dire qu'on va utiliser la notation matricielle en disant que pour trouver l'image, je dois faire le produit A, la matrice A, multiplié par, du coup, quel vecteur je dois le multiplier? Oui. X, Y, Z en colonne. Ouais. X, Y, Z qui représenterait en fait les coordonnées du vecteur X, Y, Z dans la base canonique de R3 finalement. Donc je fais ce produit matriciel. Le résultat va me donner un vecteur colonne aussi, puisque en faisant ce type de produit, je vais récupérer un vecteur colonne à la fin. Et je vais obtenir 2x plus 4z. Alors pour le produit matriciel, j'espère que tout le monde sait faire maintenant, hein, que vous avez bien compris, parce que c'est vraiment important de ne pas se tromper dans le produit matriciel. Voilà, je calcule mon produit matriciel, ça me donne ceci. Donc j'en déduis, en fait, alors ça c'est vrai pour tout vecteur x, y, z. J'aurais dû marquer peut-être ici soit un vecteur x, y, z de R3. Voilà. Et du coup, je trouve l'image. Alors, déterminer le noyau et l'image de F, c'est une question. On va utiliser la notation matricielle pour le faire. Donc, on va dire, souvent, ce vecteur, on l'appelle grand X, le vecteur des coordonnées en mode grand X. Grand X, ce sera, on va dire, les coordonnées X, Y, Z dans la base canonique. Coordonnées de... Alors ici, ce n'est pas très flagrant qu'on ait pris des coordonnées, parce que forcément, quand on donne X, Y, Z, c'est un vecteur dans la base canonique. La base canonique de R3. C'est pour préciser la notation. Alors le noyau, donc on va raisonner en coordonnées. Grand X appartient à ker de... On peut noter ker de A si on veut. Le noyau de A, ça veut dire le noyau de F en fait. On a le droit d'utiliser cette notation-là. Et donc en produit matriciel, c'est AX égale 0. Et ça se traduit par un système. AX égale 0, je récupère le résultat ici. Et je retrouve le système habituel que j'aurais trouvé normalement, égale 0, etc. Donc, je retrouve le même système que si je n'avais pas utilisé la notation matricielle. Donc ici, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de plus-value dans ce type d'exercice-là. C'est juste une façon générale de rédiger qui est un petit peu différente. Alors, je ne vais peut-être pas tout résoudre. Est-ce que vous avez trouvé un noyau? Qu'est-ce que vous avez trouvé comme noyau? Matrice nulle? D'accord. Donc, en gros, tu trouves x, y, z nul. Ouais. Vous êtes d'accord, les autres aussi? D'accord.
Je ne détaille pas tous les calculs, mais on résout le système. Et au final, si vous faites ça comme il faut, a priori, il y a plusieurs ici qui ont trouvé que les éléments sont tous nuls. Donc, qu'est-ce que je peux dire que ker de F ou ker de A? Ker de F, je peux aussi écrire ça comme ker de A, d'accord? Ce serait quoi? Ouais. Le vecteur nul, alors, ouais, le vecteur nul, attention, non pas la matrice nulle, mais le vecteur nul, puisque les éléments, c'est toujours des éléments de R3. Donc, c'est le vecteur nul de R3. Ou si vous préférez, 0, 0, 0, tout simplement. Oui? Oui, bien sûr, c'est vrai que là, on a trouvé le noyau, donc on ne va pas avoir besoin de faire de calcul pour trouver l'image. Tu aurais pu aussi, tout à fait. Tu aurais pu utiliser la... Alors, on va le noter aussi parce que c'était une bonne idée. Donc, si on a commencé par le noyau, bon, peut-être maintenant vous avez l'habitude, avec le théorème du rang, qu'est-ce que ça nous donne sur l'image, la dimension de l'image? Ouais, donc le théorème du rang ici nous dit que... Donc là, ce n'est pas forcément la peine de trop détailler. Si vous dites théorème du rang, dimension de l'image égale 3, ben, on ne va pas vous en vouloir. Hein. C'est vraiment immédiat ici. Hein. Ça fait partie des méthodes bien acquises maintenant. Et donc, comme mon image est inclue dans R3, ben, in de A ou in de F, hein, c'est pareil, ça sera égal à R3 et l'application est bijective. Alors, vous avez tout un tas d'arguments différents que vous pouvez avancer ici. Vous pouvez dire c'est un endomorphisme, il est injectif, donc il est forcément surjectif. Ou qu'est-ce qu'on aurait pu dire aussi? On a les mêmes dimensions au départ et à l'arrivée, donc si le noyau est nul, nécessairement l'image c'est R3, des choses comme ça. Il y a vraiment plein d'arguments différents. Là, j'en donne quelques-uns, mais puis encore, on en verra d'autres après, oui. Alors, oui, mais dès lors que tu as dit que l'image c'était R3, ça veut dire que n'importe quelle base de R3, celle que tu veux, en gros, tu donnes 3 vecteurs libres de R3, ça va te donner une base. Donc, au pire, tu donnes la base canonique, ça marche aussi. Sinon, tu donnes les 3 colonnes de la matrice comme tu as fait, Antoine, et c'est bon aussi. Voilà, donc la première méthode, c'est commencer par le noyau. Oui? On peut affirmer que les vecteurs, que chaque colonne correspond au vecteur de la base. Oui, exactement. Donc, je répète la question de Valentin. Il a dit, à partir du moment où on a trouvé que l'image était R3, tu peux affirmer que les 3 colonnes de la matrice A qui correspondent par construction à l'image des 3 vecteurs de la base canonique de R3 sont une base de in de A. Oui. Et donc, tu peux d'ailleurs affirmer que ces 3 colonnes sont une famille libre, forment une famille libre, sans avoir besoin de faire de calcul. Donc, on peut tout à fait dire ça. On peut dire que im de A, c'est vect 2, et puis les 3 colonnes de la matrice. C'est possible. Ce qui m'amène à la deuxième méthode possible, deuxième façon de faire. Plutôt que de commencer par le noyau, on se dit, bah, on a la matrice, on a des images, autant partir de cette famille images, pourquoi pas. Deuxième méthode, chercher d'abord l'image. Donc, imaginons qu'on n'ait rien dit sur le noyau et qu'on essaie de trouver l'image. Bah, par construction, on sait que la matrice A est constituée des 3 colonnes de la matrice A. Donc, alors, si on note C1, C2, C3, les 3 colonnes de A, donc les 3 vecteurs colonnes, C1, C2, C3, les 3 vecteurs colonnes de A, et bien, par construction de notre matrice A, c'est de la manière dont elle est définie, cette matrice, par construction, je suis sûre que im de A ou im de F, encore une fois, c'est la même chose ici, et bien, ce sera l'espace engendré par ces 3 colonnes. Et donc, la méthode que tu as peut-être fait, Antoine, c'est échelonner pour vérifier le rang. Voilà, donc on échelonne. Pareil, je ne vais pas faire tous les calculs, mais on échelonne la matrice finalement. On échelonne les colonnes de la matrice A. On échelonne les colonnes de A pour chercher le rang de cette famille. Pour chercher le rang de... qui est aussi le rang de la matrice d'ailleurs. Ça s'appelle le rang de la matrice, le rang des vecteurs colonnes. Chercher le rang de A, c'est-à-dire la dimension de im de A. Et donc, vous partez de votre matrice, vous échelonnez, etc. Et on trouve ici, on trouve un rang 3. Je ne fais pas tous les calculs. Mais...
Et une fois que vous avez trouvé que c'était de rang 3, l'image est de dimension 3, on en déduit que le noyau est de dimension 0, et du coup que F est bien injective. Voilà, je ne redis pas tout, mais on peut finir de la même manière. Alors, est-ce que c'est clair pour ces méthodes-là? Est-ce que ça va? Est-ce qu'il faut reprendre un petit peu? Donc là, vous avez deux façons de traiter le problème ici. Pas de questions sur Zoom, c'est bien calme, non? Bon, je ne sais pas s'ils sont vraiment... Vous êtes vraiment là, hein? Vous n'êtes pas juste connecté, vous êtes parti faire une sieste. J'en saurais pas plus, décidément. Ok, je vous laisse dormir tranquillement. Donc ça, c'était pour l'exercice 8. Après, on avait dit qu'on poursuivait avec l'exercice 9. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le chercher ou pas au final. Vous avez donné le choix de le chercher ou pas de le chercher. Donc, on va peut-être regarder un peu, sans forcément... on va le corriger, mais en laissant un petit peu de temps pour ceux qui ne l'ont pas cherché. Voilà. Ce qu'on a fait, on mesure quand même. Donc, on a fait ça, ça et ça. On n'a pas fait... Ah, ben voilà, c'est ça la fiche de l'année dernière. Je me disais que c'était pas pareil. Voilà, c'est pas celle-ci. Je trouve la fiche de cette année, c'est pas mal. Elle est où, ma fiche? Oui. Avec des diagonales nulles? Pas que je sache, mais bon, je ne connais pas tout, peut-être, mais a priori, sur un, je ne le connais pas, en tout cas. Alors, donc, on a dit exercice 9. Voilà. Alors, sur l'endomorphisme de R3. Attention, l'endomorphisme s'appelle U ici, pas F, hein, comme d'habitude. Parfois, il s'appelle U. Donc, U, il faut voir ça comme F. F de E1. Donc, on donne 3 images. On a une base E, 2, 3. On ne sait pas qui est cette base, mais finalement, on va voir qu'on n'a pas besoin de le savoir vraiment. Écrire la matrice A de U dans cette base, déterminer qu'R de U, IM de U. Donc, c'est exactement la même question qu'on vient de faire. Sauf que là, il faut trouver la matrice. Alors, disons que notre matrice A, ça va être U écrit dans la base E1, E2, E3. Okay, c'est la notation qu'on a utilisée en cours. Alors là, je dois écrire les images de chaque vecteur, U de E1, U de E2, U de E3, écrit par rapport au vecteur E1, E2, E3. Donc, il suffit d'écrire en colonne les coefficients des combinaisons linéaires qui sont données. Par exemple, pour la première colonne, qu'est-ce que ça me donnerait? 0, 1, moins 1, exactement. Ensuite, moins 1, 0, 1. Et enfin, parfait, voilà. Donc, ça me donne cette matrice. Ça va, donc il faut que tout le monde sache bien faire ça. C'est vraiment le b.a.-ba pour construire la matrice de l'application linéaire, c'est ça. Par exemple, il ne faut pas mettre des lignes à la place des colonnes. Il faut vraiment mettre en colonne. Il ne faut pas transposer. Quand on échange les lignes et colonnes, ça s'appelle transposer la matrice. Attention, pas transposer, justement. Alors, on a cette matrice, détermine noyau et image. Alors, je suis en train de me dire que peut-être avec une petite astuce, on peut trouver... Je ne suis même pas sûre que ce soit intéressant ici, mais... Oui. Pour la première colonne? Oui. Oui. Alors justement, si c'est E3 moins E1, bah, les coordonnées par rapport au vecteur E1, ce sera moins 1. Et puis, par rapport au vecteur E3, ce sera 1. Donc, ce sera bien moins 1 fois E1, plus 0 fois E2, plus 1 fois E3. Donc, attention, il ne faut pas forcément prendre dans l'ordre tel que c'est écrit ici, mais il faut prendre dans l'ordre des vecteurs de la base. C'est-à-dire d'abord... Aya, c'est bon? D'accord, ok. Oui, donc tu as transposé, tu as mis des lignes, c'est ça?
Oui, donc tu as transposé la matrice. Voilà, c'est ce que je disais. Il faut faire attention justement de ne pas transposer. C'est-à-dire que tu as obtenu une matrice avec les lignes à la place des colonnes finalement. Voilà, donc ça, c'est l'erreur, entre guillemets, à ne pas faire, c'est-à-dire ne pas transposer la matrice. Bien mettre les images en colonne. Bien se souvenir que les images doivent être écrites en colonne. Sinon, ça ne marche plus du tout avec le produit matriciel, enfin, ça ne correspond plus. Donc, pensez bien que les images doivent être écrites en colonne et pas en ligne, attention. Alors, donc c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à ça, parce que sinon, vous avez la mauvaise matrice, et ben, tout le reste est faux après. Alors après, déterminer noyau et image, donc là, je ne sais pas par quoi vous avez commencé, soit, donc c'est la même question que tout à l'heure, soit j'échelonne la matrice pour trouver l'image, soit je résous un système pour trouver le noyau. Qu'est-ce que vous avez fait en premier? Ou qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Peut-être échelonner serait plus facile ici, sachant qu'on a... Bon, ça a l'air facile dans les deux cas, mais... Allez, commençons par l'image. Hop. Commençons par chercher im de U. Im de U, c'est aussi im de A. Okay. Et donc, pour cela, on sait que im de A, c'est vect et ben, des trois colonnes. Alors, pareil, je vais adopter la même notation. Je vais mettre C1, C2, C3. D'accord? Sachant que C1, C2, C3 représentent les colonnes de la matrice. Et donc, nous allons échelonner nos colonnes. Là, vous voyez qu'on retrouve vraiment la notation qu'on avait faite quand on avait échelonné. On mettait, sans le dire, on mettait les vecteurs sous forme de matrice. Et puis, on essayait d'échelonner notre matrice. Alors là, je vais additionner avec la colonne 2 avec la colonne 3, faire apparaître un 0 en haut, par exemple, mais on peut faire autrement, hein, bien sûr. Je vais ajouter, donc ça va me faire 0, moins 1 et 1 quand je fais ça. Et là, je vois que j'ai la première colonne et la deuxième qui sont proportionnelles. Donc alors là, j'ai remplacé la colonne 3 par colonne 3 plus colonne 2. Okay. Là, je vais remplacer la colonne 1 par colonne 1 plus colonne 3. Comme ça, j'aurai que des zéros ici. Et puis, je vais enfin permuter l'ordre pour bien voir que c'est échelonné. Je vais terminer en permutant juste l'ordre. 0, 0, 0, 0, moins 1, 1, pardon. Là, c'était très facile à échelonner. On a le vecteur nul. Bon, on a le vecteur nul ici. Tant pis, je fais comme ça. Et là, j'en ai un 0. Donc, on voit que la famille elle est bien échelonnée. Et quel est son rang? Rang 2, oui. Famille échelonnée de rang 2. Donc, vous êtes sûr que... Alors, d'ailleurs, vous pouvez récupérer les deux vecteurs qui sont là comme base de l'image. Ceux que vous avez échelonnés, vous pouvez garder ceux-là. Parce que vous êtes parti avec des vecteurs, vous avez fait des combinaisons de ces vecteurs, mais ces vecteurs étaient tous dans le même espace qui était in de A. Donc, les vecteurs qu'on obtient à l'arrivée sont une famille génératrice de in de A aussi. On peut dire que in de A, in de U, c'est vect de mes deux vecteurs 0, moins 1, 1, et puis moins 1, 0, 1. Voilà, et de dimension 2. Oui. Est-ce qu'on peut mettre, pour éviter d'être C1 qui peut bien C1 plus C3, est-ce qu'on peut simplement mettre que C1 et C3 sont proportionnels? Oui, tu rayes, oui, tout à fait. Tu peux dire C1 et C3 sont proportionnels. Donc, je raye, j'enlève un vecteur de la famille qui n'est pas nécessaire à la famille génératrice, si tu veux. Il te reste juste les deux dernières colonnes ou les deux premières. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Il y a différentes façons de rédiger ici, mais toutes les façons sont bonnes. OK. Alors, on a notre image qui est de dimension 2, donc c'est l'espace engendré par ces deux vecteurs. Alors, pour le noyau, donc le noyau de dimension 1, d'après le théorème du rang. Alors, il faudrait que je trouve un vecteur. Et puis là, c'est possible avec la matrice initiale. Peut-être que, pour ceux qui ont le coup d'œil, là, vous vous rappelez qu'on peut, connaissant des vecteurs de l'image par linéarité, on peut les combiner ensemble pour essayer de trouver des... Si vous trouvez une combinaison des colonnes qui fait 0, ben ça vous donne accès à un vecteur du noyau. Parce que là, c'est possible de combiner nos colonnes ensemble, et on va expliquer comment. Après, ça nous donne un vecteur du noyau, mais déjà, est-ce que je peux repérer une combinaison des colonnes? Ouais. Si on additionne les trois colonnes, ouais, donc pour le noyau. Alors, pour le noyau, je pourrais faire comme d'habitude. Là, ici, sachant qu'on cherche un seul vecteur.
eh ben, je peux remarquer que... Alors, ça arrive souvent hein, que les matrices sont plutôt simples d'habitude. Ce n'est pas jamais des matrices très, très compliquées. Donc, c'est souvent qu'on peut remarquer des combinaisons linéaires. C1 plus C2 plus C3, ça fait la colonne nulle si j'additionne toutes les colonnes entre elles. Or, C1, bah, c'est U de E1. C2, c'est si je repasse en U de quelque chose, en F de quelque chose, c'est U de E2. Et C3, c'est U de E3, qui donne le vecteur nul de R3. Donc, finalement, quel vecteur serait dans le noyau? 1, 1, 1, exactement. Ce serait U de E1 plus E2 plus E3. Et cette combinaison linéaire, elle correspond aux coordonnées 1, 1, 1. Donc, le vecteur 1, 1 est un vecteur du noyau. Et ça nous suffit pour dire que le noyau s'est engendré par ce vecteur. Oui? Alors non, ça ne marche pas, parce qu'en fait, c'est l'histoire des espaces supplémentaires ou pas, ou des sommes. C'est pas parce que tu prends un vecteur qui n'est ni dans l'un ni dans l'autre qu'il est forcément, enfin je sais pas comment dire, comme le noyau de dimension 1 et ton image est de dimension 2, bah, c'est un peu comme si tu disais je cherche des vecteurs sur une droite, mais je prends un vecteur qui n'est pas dans le plan. Bah, rien ne te dit qu'il est dans la bonne droite. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ça peut être un vecteur qui n'est pas dans le plan, mais qui n'est pas non plus dans pas dans l'un ou l'autre. Donc non, on ne peut pas faire comme ça par contre. Donc si tout le monde a entendu sur Zoom, Tristan il disait est-ce qu'il suffit de prendre un vecteur qui n'est pas lié aux deux autres? Bah, la réponse est non. Je ne peux pas juste prendre un vecteur qui n'est pas lié aux deux autres. Il faut vraiment que le vecteur du noyau, le noyau est une droite. Si je ne prends pas un vecteur qui est pile sur cette droite, ça ne marche pas. Donc là, je peux repérer que le vecteur 1, 1, 1 appartient à Ker de A. Or, Ker de A est de dimension 1, donc finalement, on a fini ici. C'est bien le moment de passer le Ker. Donc, je peux en déduire finalement que Ker de A, c'est vect de 1, 1, 1. Alors, si vous avez cherché le noyau avec un système, évidemment, c'est bon aussi. Hein. Vous devriez trouver la même chose d'ailleurs. Mais bon, là, on commence un peu à rentrer dans les petites astuces, les choses pour aller plus vite, etc. On essaye de mettre en évidence toutes ces petites astuces, sachant que les méthodes traditionnelles marchent évidemment encore. Est-ce qu'il y a des questions? Sur Zoom, je vous réveille, désolé, mais est-ce qu'il y a des questions? Bon. Je suis toujours étonnée quand vous êtes dans la salle, il y a toujours plein de questions, puis sur Zoom, il n'y en a jamais. Après, c'est peut-être que vous n'osez pas trop, je ne sais pas. Souvent, moi, non, c'est que c'est pas mal compréhensible en vrai. Tu n'as pas de questions une fois? Schéma, des fois, il y a des questions aussi, non? En vrai, pour le coup, là, c'est assez compréhensible, ça va, c'est pas... Bon, c'est pas grave. Ah bon. Ah, c'est pas vrai, si. Vous entendez, madame? C'est vrai, tu parles, ça se trouve, il parle depuis tout à l'heure, mais attendez. Oui, effectivement. C'est vrai? Oh là là, mais attendez, ça se trouve, depuis tout à l'heure, il y a des questions. Est-ce que c'est possible? Mais oui, tu as raison. Mais je crois que tu as raison, en fait. Je ne sais pas sur quoi je suis réglée, là, mais pas sur... mais oui. Mais depuis tout à l'heure, les pauvres, ils parlaient pour rien. C'est pas grave, c'est pas grave. En plus, j'arrêtais pas de vous dire « Ah, mais n'importe quoi, vous êtes fait la sieste. » Je suis désolée, c'est moi qui avais mal réglé mon son. Merci Tristan, c'est grâce à lui que... Bah, allez-y, toutes les questions depuis tout à l'heure, allez-y. Est-ce que vous en aviez un exercice d'avance? Après, sur cet exercice, j'allais dire que c'était plutôt compréhensible, donc on n'avait pas de questions, mais on répondait à chaque fois quand vous parliez, quoi. C'était un peu... Je suis désolée, oui. Alors, passer comme ça, et puis envoyer un message sur le chat. Ouais, c'est pour ça, c'est ce qu'on a fait sur le chat du groupe, c'est pour ça que Tristan a dû vous dire. Ah, d'accord. Ouais, ok. Non, je suis pas allée voir. Sur Discord, je suis pas allée regarder. Ouais. Mais mettez parce que là, j'ai une notification sur le chat de Zoom. Si vous mettez quelque chose, il y a un truc qui clignote, donc je le vois plus en fait. Parce que sinon, c'est vrai que je pense pas forcément à aller regarder. Enfin, je sais pas si c'était ma destination ou celle du groupe, mais bon, enfin, bref. Donc voilà, je suis désolée, j'enlève toutes les méchantes paroles que j'ai dites depuis tout à l'heure, comme quoi vous étiez en sieste et tout. Non, vous étiez bien présent.
Eh bien, donc question 2. Alors, calculer a carré a cube, exprimer a cube en fonction de a. Alors, allons-y, calculons a carré. Alors, c'est un simple produit matriciel. Peut-être que certains l'ont fait parmi vous. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez obtenu, Tristan? Oui, en colonne, si tu peux. Moins 2, 1, 1. Alors, moins 2, 1, 1. 1, moins 2, 1. Ouais. Et 1, 1, moins 2. Ok. Alors, ça, c'est très facile à faire. Pour ceux qui ne l'ont pas traité, vous faites a fois a, c'est très simple. Alors là, on ne marque rien de particulier. Si on calcule a cube, par contre, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, a cube, je fais a carré fois a ou a fois a carré. Je peux faire l'un ou l'autre. Soit je reprends a carré et je remultiplie par a, ou bien je peux aussi faire a fois a carré, comme je veux. Alors, qu'est-ce que ça me donne comme résultat? Vas-y, oui. 0, moins 3, 3. 3, 0, moins 3. Et moins 3, 3, 0. Ok. Et donc, on nous demandait d'essayer d'écrire ça en fonction de A. Est-ce que je repère quelque chose de particulier dans cette matrice? Oui. Qu'est-ce que oui, c'est Valentin? Oui, c'est moins 3 fois la matrice A. Je ne sais pas si tout le monde le voit. Ne vous trompez pas dans les signes, mais si vous comparez avec la matrice A de tout à l'heure, qui était des 0, 1, moins 1 et moins 1, etc., ben, vous pouvez remarquer que tous les coefficients ont été multipliés par moins 3, donc c'est bien moins 3 fois la matrice A. Je regarde juste si j'ai reçu. C'était pas des messages, non, j'ai pas l'impression que ce soit des messages qui étaient de votre groupe. Voilà. Donc moins 3 fois A. Alors, en déduire, on nous disait, en déduire A puissance 2n plus 1, c'est-à-dire un A exposant un pair pour tout n. Alors ben là, peut-être que ça vaut le coup d'essayer de continuer à regarder A puissance 5, essayer de trouver une formule un peu par récurrence. Alors, ouais. Alors, justement, eh ben, en fait, on n'a pas besoin de la calculette. Si on est un petit peu astucieux, si on veut justement éviter de faire les calculs nous-mêmes. Exactement, je peux faire a cube fois a carré. Mais c'est même mieux que ça. Parce qu'une fois que tu sais que c'est a cube fois a carré, a cube, tu sais que c'est moins 3a. Donc, tu peux remplacer en disant que a cube, c'est moins 3a fois a carré. Du coup, ça fait moins 3a cube. Mais a cube, je peux encore le remplacer par moins 3a. Donc, au final, ça fait quoi? Ça fait 9. Ouais, 9. 9a, exactement. Et j'ai pas besoin de faire... J'ai besoin de faire 0 calcul pour trouver ça. Donc, a cube fois a carré. A cube, je le remplace par moins 3a. A fois a carré, je dis que c'est a cube. Et a cube, je le remplace encore par moins 3a et ça fait 9a. Et je peux continuer comme ça si je fais a puissance 7. Ben, je dis que... Moi, j'ai trouvé a puissance 5. Donc, je dis que c'est a puissance 5 fois a carré. A puissance 5, je dis que c'est du coup 9a fois a carré. Et ça fait 9a cube. Et donc, au final, ça fait combien? Moins 27a, exactement. Et peut-être que là, j'arrive à trouver des... Alors, sachant que 27, c'est 9 au cube. Donc, je peux peut-être mettre ça en évidence. 3, pardon, 3 au cube, excusez-moi. 3 au cube. Ouais, alors, voilà, moins 3 au cube. Le moins n'étant pas dans la parenthèse. Fois a. Et là, c'est par exemple 3 au carré fois a. Ouais, je peux même dire... Alors, ouais, ok. En soi, ouais, je peux mettre moins 3 au carré, et là, je peux mettre moins 3 au cube en soi. Et là, pareil, je peux mettre moins 3 puissance 1 fois a. Est-ce que je peux conjecturer une formule à partir de là? Donc, moi, je cherche a puissance 2n plus 1. Ouais, qu'est-ce que je peux dire? Moins 3 puissance n fois a. Alors, ça paraît pas mal. Parce que, par exemple, si je prends n égale 0, je vérifie. N égale 0, ça me donne accès à A puissance 1. Bah, ça fait A, ok. Maintenant, si je prends n égale 1, justement, n égale 1, ça me fait A cube. Et de l'autre côté, ça me fait moins 3A. Donc oui, ça fonctionne. N égale 2, d'un côté, ça me fait A puissance 5. De l'autre, ça me fait 9A. C'est ce qu'on a trouvé. Donc oui, on voit que ça fonctionne. Hein. Alors là, normalement, on pourrait faire ça par récurrence. On peut le démontrer par récurrence, mais bon, on est quand même assez sûr de nous sur cette formule. Elle fonctionne plutôt bien. Donc, on va dire qu'on conjecture
que, quel que soit n appartenant à grand N, a puissance 2n plus 1, ce sera moins 3 puissance n fois a. Alors, ceci pourrait être prouvé par récurrence. Mais la récurrence, ça consisterait à faire ce qu'on a fait pour le 5 et le 7, c'est-à-dire décomposer en mettant de côté un carré, et puis remplacer exactement comme on a fait là. En fait, l'hérédité, ça se traite de la même manière. Je ne sais pas si vous voulez qu'on le corrige par récurrence quand même ou pas. Ça peut faire une petite... Parce que le prochain chapitre, c'est suite. Hein. Je ne vous ai peut-être pas dit, mais le chapitre après les matrices, c'est les suites. Donc ça peut peut-être faire une bonne transition vers le chapitre prochain. D'ailleurs, vous aurez un document à travailler en autonomie pendant les vacances, sur les suites, sur les révisions de terminale. Parce qu'on ne sait pas trop hein, qui l'a fait, qui ne l'a pas fait. D'habitude, on embraye direct avec les nouveautés. Bon, ce serait peut-être pas mal de faire quelques petits exercices de révision sur les suites de terminale avant. Donc ça ne vole pas haut, hein, c'est les limites, c'est les sommes suites géométriques, qu'est-ce qu'il y a dans les révisions. Montrer que les suites croissantes, décroissantes, c'est ces petits trucs-là. C'est presque même la première que la terminale. Donc c'est vraiment pour se remettre un peu dans le bain. Voilà. Bon, du coup, on va peut-être rédiger la récurrence. Allez, hop, allons-y. Une fois n'est pas coutume, d'habitude on écrit... On pourrait le faire par récurrence. On va le faire, comme ça. Alors, l'initialisation, on va rappeler. L'initialisation, c'est de vérifier, par exemple, pour n égale 0. Donc, le plus petit n, ici, c'est 0, la formule. Ça me donne a puissance 1 égale a puissance 1. Formule vraie. Hein. Après l'hérédité. Oui. Alors, on suppose que la propriété est vraie pour un rang n donné. Voilà, et on va montrer qu'elle est vraie au rang n plus 1. Elle est vraie à un rang n appartenant à n fixé. On va mettre pour vraiment dire que ce rang il est fixé, hein, on ne peut pas le choisir. Il existe un rang, on fait la supposition qu'il existe un rang pour lequel la propriété est vraie. À ce moment-là, ça sera vrai aussi au rang d'après. Vu qu'elle est vraie au rang 0, et par hérédité, elle sera vraie partout. C'est un axiome, hein, l'axiome de récurrence, vous vous rappelez? J'en ai parlé à un moment donné. J'avais fait un petit truc sur l'axiome du choix, je ne sais pas si vous vous rappelez. On avait fait un peu de théorie ensemblée juste pour dire on avait construit des ensembles, etc. L'axiome de récurrence, ça fait partie des axiomes de la théorie des ensembles. Ça n'est pas démontrable, cet axiome. On prend le parti de dire que montrer des choses par récurrence, c'est possible, c'est vrai, ça marche. Mais ça ne se démontre pas. L'axiome de récurrence ne se prouve pas. Pas prouver qu'une récurrence, ça donne un truc vrai. C'est un axiome. Comme vous ne pouvez pas prouver que deux droites parallèles ne se coupent jamais, vous ne pouvez pas le prouver, c'est un axiome. C'est un postulat. Il faut partir de quelque chose, quoi, donc on part de ça. En maths, il y a des choses qui ne se démontrent pas, c'est les axiomes de base. Alors, il y en a le moins possible, c'est-à-dire on essaie vraiment de prendre le moins de choses possible. Parce que si tout est des axiomes, au bout d'un moment, ça se contredit, hein, si on prend tout et n'importe quoi comme axiome. Ça ne le fait pas. Mais il y a des trucs, on est obligé de... Parce que si on veut démontrer un axiome, on est obligé d'utiliser un autre axiome. Enfin, ça se mord la queue, si vous voulez. On peut changer l'axiome, mais il y en a toujours au moins un qui va être axiomatique. Bref. En tout cas, la récurrence, ça fait partie des axiomes. C'est quelque chose qui ne peut pas se démontrer que c'est vrai. Par exemple, la récurrence, c'est vrai, ça ne se démontre pas. Bon, après, c'est quand même assez intuitif, donc pourquoi pas. Alors, donc, notre hérédité, on suppose que... Alors, moi, je vais supposer que a puissance 2n plus 1 est égal à moins 3 puissance n fois a. Voilà. Alors, au rang n plus 1. Alors, que me donnerait la formule au rang n plus 1? Quelle puissance de a il faudrait que je trouve? Oui. Oui, c'est ça, c'est a puissance 2n plus 1 plus 1, c'est-à-dire c'est le rang impair d'après, si vous voulez, c'est 2n plus 3. Alors, comment je peux décomposer ça pour utiliser mon hypothèse de récurrence? On l'a fait quand on a fait 5 et 7, oui, Alia?
Ouais, et je peux même mettre fois A carré, pour que ce soit, mais sachant que tu peux mettre fois A fois, ça marche bien, effectivement. Si tu veux. Allez, fois A fois A. Alors, ouais, là, je peux utiliser mon hypothèse de récurrence. Peut-être, c'est ce que tu voulais dire, oui. Fois A. Et il me reste mon fois A de tout à l'heure. Ça fait moins 3 puissance n fois A cube. Et A cube, on a dit que c'était moins 3 fois A. Donc ça ferait moins 3n fois moins 3 fois la matrice A. Et donc au final, moins 3 à la puissance n plus 1 fois la matrice A. Et c'est exactement ce qu'on voulait, puisque nous, on voulait le rang n plus 1, c'est-à-dire qu'on voulait vraiment que le n plus 1 qui est là et le n plus 1 qui est là soient les mêmes. C'est la formule. Donc, comme ici, le n qui est ici et le n qui est ici sont les mêmes. Donc c'est vraiment la formule au rang n plus 1. Héréditaire. Donc vrai pour tout n, d'après l'axiome de récurrence. Oh, c'est pas possible, j'ai encore coupé mon micro, j'ai encore coupé mes haut-parleurs. Donc je plaisante, c'est juste que là vous ne parlez pas. Je crois. Donc vrai pour tout n. Voilà, ça nous a fait réviser un peu la récurrence. Toujours ça de gagner pour le chapitre d'après. Ben voilà, exercice 9, c'est tout bon. Alors oui, là, par exemple, on peut calculer les puissances impaires de la matrice A, mais les puissances paires, finalement, pas vraiment, quoi. Il n'y a pas vraiment de formule pour les... Enfin, du moins, on ne nous a pas fait travailler. Oui. 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 Ouais, mais tu as trouvé ça Oui. Encore embrouillé dans les horaires. Oui, 10h30. Vous m'entendez? Ah non, c'est 45. Ah, j'ai perdu tout le truc là. Attendez, 9h30, 10h45. Ouais, non, parce que ce qui m'a embrouillé, c'est que j'ai entendu des trousses se fermer, des sacs se fermer. Ok. Ça m'a suffi d'un coup de stress en me disant ça y est, je suis en retard, j'ai dépassé l'heure. Parce que d'habitude, les trousses qui se ferment, je suis conditionnée pour dire c'est bon, c'est l'heure. Si vous voulez que je vous lâche en avance, vous fermez tous vos trousses, vous les ouvrez, vous faites des petits coups de zip là et je vous lâche. Excuse-moi, Mohamed, du coup, je t'ai coupé. Donc tout ça pour dire que à puissance, en fait, on a calculé les puissances impaires, mais si j'essaye de faire A puissance 4, ben, ça fait A fois A cube. Ça ferait moins... Donc A cube, je peux toujours le remplacer par moins 3A. Ça ferait du moins 3A carré. Et donc peut-être que je pourrais comme ça trouver une formule pour les puissances paires, effectivement. Ce serait possible, à partir de la valeur de A carré. Pourquoi pas? Ah, d'accord. Effectivement, je ne t'avais pas entendu. En tout cas, oui, on pourrait... Ok, ouais, c'est possible. En tout cas, oui, effectivement, on pourrait aussi peut-être trouver les puissances paires de la même manière. Ok, alors on va continuer un petit peu dans le même genre. Est-ce qu'on fait l'exercice 2? Oh, du coup, on est passé à autre chose là. Le 6, il est un peu compliqué. On va peut-être passer au... On va rester sur les trucs simples pour commencer. L'exercice 10, pourquoi pas? Regardez, c'est parce que j'ai ma fiche de l'année dernière. Moi. Je vais juste vérifier que ça correspond bien à la fiche. Ah, bah voilà. La fiche de cette année, c'est celle-là. Parce que j'ai changé plein de trucs dedans. Donc ça, c'est bon, je n'ai pas changé. L'exercice 10, c'est bien le même. Donc, on va partir sur l'exercice 10. Mais non, c'est toujours le même.
Regardez directement sur le... oui, c'est bon, exercice 10. Je suis précise de l'année dernière. Au passage, pour ceux qui sont sous Zoom, vous pouvez tout à fait aller en parallèle sur Discord et vous mettre dans des petites salles, hein, si vous voulez travailler à plusieurs dans les phases de recherche comme celle-ci. Vous pouvez tout à fait faire ça. Hein. Par contre, pensez à couper votre micro sous Zoom quand vous faites ça. N'oubliez pas, ce soir à 19 h, pour ceux qui veulent, il y a une conférence de maths sur le système solaire et les maths du système solaire, pour ceux qui veulent. Qui n'est pas très élevé en maths, hein, donc vous pouvez suivre sans souci. Elle est même accessible aux lycéens. C'est plus de la détente, de la culture que c'est pas du tout un cours de maths. Vous retrouvez la même matrice, vous retrouvez la même... Vous pensez à P rond P égale P. F rond F égale F.
Donc, si vous calculez à carré, a priori, vous devriez retomber sur la même matrice, sur la matrice A. A carré égale A. Si vous passez en endomorphisme, ça vous fait F rond F égale F. C'est une projection, exactement. P rond P égale P. Les seules applications linéaires qui vérifient ça, c'est les projections. Donc ça vous dit que F est une projection. Donc la matrice A est la matrice d'une projection vectorielle. F est une projection d'après le chapitre précédent. D'accord? Puisque F rond F égale F. Et donc la projection, rappelez-moi les éléments caractéristiques, qu'est-ce que c'était? On projette sur quelque chose parallèlement à quelque chose. Oui? Alors, c'est pas Ker égale Im, pas forcément. Même non, parce que si tu as les deux, si Ker et Im sont égaux, ça veut dire que vu que tu projettes parallèlement au noyau, les éléments du noyau se projettent sur 0. Donc, oui. Alors, non, enfin, oui, si tu es en dimension paire, mais pas si tu es en dimension impaire. Parce que, enfin, même pas forcément d'ailleurs, parce que, par contre, ce qu'on sait pour une projection, c'est quoi, oui? Ouais, c'est plutôt ça. C'est plutôt que Ker plus Im égale E. On est sûr qu'on projette sur le noyau parallèlement à l'image. Et comme on projette par rapport à des espaces qui sont supplémentaires, Ker et Im sont supplémentaires. Donc en fait, on n'est pas sûr qu'ils aient la même dimension. Par contre, si tu es en dimension 2, ben forcément, ils sont en dimension 1 tous les deux, si tu veux. Mais si tu es en dimension 3, ben, vu que la somme de la dimension fait 3, ils ne peuvent pas avoir la même dimension. C'est ce que je te disais sur la dimension paire ou impaire, ça peut changer les choses. Alors donc, d'après le cours, ici, on peut dire, on sait que Im de F plus Ker de F égale R3. Parce qu'une projection vectorielle sur l'image, on projette sur l'image parallèlement au noyau. Alors après, il faut trouver une base de Im et de Ker. Donc là, il n'y a pas besoin de savoir que c'est une projection pour faire ça. Vous faites comme on a fait précédemment. C'est-à-dire, soit vous commencez par l'image en échelonnant la matrice, vous en déduisez le noyau, soit vous cherchez d'abord le noyau et puis vous en déduisez l'image, vraiment comme vous voulez. Là, c'est vraiment similaire à ce qu'on a fait dans les exercices précédents pour cette question-là. Madame, Attends, j'arrive à lire. Oui. c'est quoi la différence entre f de x, y, z et image de f? Eh bien, f de x, y, z, c'est un élément de Im de f. C'est-à-dire que c'est un vecteur de ton image. Ok. Donc, si tu veux, tu peux écrire que l'ensemble Im de f, c'est l'ensemble de tous les f de x, y, z que tu peux fabriquer, avec x, y, z appartenant à R3. Ok, merci. D'accord, mais tu dis, en fait, non, si tu prends JK, ça fait du vecteur JK, donc il faudra plutôt que tu dises, je prends un vecteur de coordonnées z, voilà, donc c'est 2x moins 1. Alors, sans rien, mais c'est super bizarre d'appeler des coordonnées JK. Ça fait vraiment un mélange de coordonnées de vecteurs. Pour le fait que tu aies une intégrée solution, c'est normal, ça veut dire que ton espace aurait des dimensions plus que 0. Si tu avais 3 0, 0 comme solution, tu aurais des 0. Ce serait le niveau. Vas-y, parce qu'en fait, il y a le x et le y, on dirait le vecteur x. Oui, je vois. Voilà, qui sont supplémentaires. Ah, ouais. Mais non, pas forcément, parce que la famille est liée. Ça se voit pas sur la matrice, mais si tu regardes le rang de la matrice, c'est moins exponentiel. Là, c'est ça, vecteur de 1. Donc ici, par exemple, pour trouver le noyau,
Faisons la méthode traditionnelle, on peut voir que ça marche aussi. Donc, moi, je cherche un vecteur x, y, z appartenant à paire de f. Et bien, ça me dit que la matrice A fois le vecteur x, y, z doit être égal au vecteur nul en utilisant la notation matricielle. Et donc, j'en reviens au système 2x moins y moins z égale 0, x moins z égale 0, et puis x moins y égale 0. Ça me donne ce système-là, d'accord? Chercher le noyau. Sinon, je peux aussi, comme d'habitude, échelonner la matrice. Enfin, comme on a fait avant, échelonner la matrice. Mais bon, imaginons que je cherche le noyau pour se rappeler de ce qu'on faisait avant. Ben ça me dit que x égale y, x égale z, d'après les deux dernières équations. Et si je remplace, ben en fait, je vois que la première équation, elle devient 0 égale 0, puisque ça me fait 2x moins x finalement. Donc mon système, il est équivalent à x égale z, x égale y. Ou, si vous préférez, y égale z, y égale x plutôt, z égale x. Donc là, on ne peut pas résoudre davantage, mais ça veut simplement dire que votre vecteur x, y, z, il s'écrit x, x, x. Donc c'est x fois le vecteur 1, 1, 1. Et donc ça veut dire que le noyau, c'est vect de 1, 1, 1. Donc il est de dimension 1. On aurait pu faire autrement en s'apercevant, comme tout à l'heure, que quand on additionne les trois colonnes, C1 plus C2 plus C3, ça faisait 0. Donc comme tout à l'heure, on avait 1, 1, 1 qui était dans le noyau, de la même manière. Remarque. Si je fais C1 plus C2 plus C3, ça fait vecteur nul. Ça veut dire que le vecteur 1, 1, 1, il appartient au noyau, comme dans exercice, je ne sais plus qu'est-ce que c'était, exercice 9, parce qu'on avait dit ça. Dans exercice 8. C'est ça? Ouais. Comme dans l'exercice 8. Ok, puis là, du coup, je vais m'arrêter. Cette fois-ci, c'est vraiment long. Et bien, pour demain, vous finissez l'exercice. Expliquer pourquoi la somme est directe, en fait, ben, on l'a plus ou moins dit, hein, parce que c'est un projecteur. Du coup, on sait que les espaces sont en somme directe ici. Et quand on vous dit quelle est la matrice de F relativement à une base adaptée à la somme directe, ça veut dire qu'il faut que vous trouviez une base de R3 dont un morceau est sur im, un morceau est sur ker. Donc, vous avez déjà une base 1, 1, 1. Il ne reste plus qu'à trouver une base de l'image qu'on n'a pas encore fait ici. Et après, il faut trouver la matrice de F dans cette base-là. OK? Oui, et en fait, dans ta matrice de F, il faudra que tu trouves l'image de ces vecteurs-là. Quand tu vas trouver ta base, pour construire ta matrice, il faudra trouver l'image de chacun de ces vecteurs. D'accord? Donc, on corrigera ça en détail demain si vous n'avez pas très bien compris. Et puis aussi, si vous pouvez, pour demain, vous faites l'exercice 12. Ok, donc pour demain, finir le 10 et le 12. L'exercice 10 et 12 pour demain.